Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Aux Quatre Coins, le balado officiel de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Mon nom est Maxime Vanout. Aujourd'hui, je vais être accompagné de David Briand. Il est gestionnaire au contenu pour la Ligue. On va faire un survol de l'actualité, bien sûr, mais également un petit survol, appelons ça LHJMQ adjacent de l'actualité. Et un peu plus tard, une entrevue toute spéciale parce que dans le cadre de la tournée médiatique des meilleurs espoirs de la Ligue, je me suis rendu au centre-ville de Montréal et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Bill Zonon, le robuste et physique attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, on va s'entretenir avec Bill un peu plus tard à l'émission. Mais pour le moment, la tournée de l'actualité. Bon épisode, tout le monde! Et cette semaine, pour notre tournée d'actualité dans la LHJMQ, il est gestionnaire au contenu en charge de tout ce que vous voyez passer au niveau contenu de la LHJMQ, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe. David Briand, joue à nous. David, comment ça va? Ça va super bien. Merci, Max. Vraiment content de faire ce premier épisode-là avec toi cette année. Un premier épisode dans mon cas, troisième pour toi, mais ça va être vraiment le fun. Ouais, puis là, tu mets de la pression sur tes collègues là, avec un bel arrière-plan comme ça. Là. Moi, je prends des notes pour Alex et Raph les prochaines fois qu'ils vont passer. Messieurs, je sais que vous allez écouter. Le message est passé. C'est David qui gagne à date. Je ne fais que dire. Just saying, comme disent les Anglos. On a tellement de choses à se parler, David, cette semaine. Ouais. Mais je veux qu'on commence un peu avec un contenu. Appelons ça LHJMQ adjacent. Parce que on se cachera pas que dans les 2 dernières semaines, la planète hockey, j'ai envie de dire, a presque arrêté pour la confrontation des 4 nations. Je ne cacherai pas que j'ai été le premier surpris. Moi, j'ai été complètement bafoué. J'étais convaincu que j'allais pas vraiment embarquer dans la confrontation des 4 nations. Puis, les gars ont livré le produit sur la glace. Et donc, puisqu'ils ont livré le produit sur la glace, j'ai complètement embarqué. Et bien sûr, il y a des anciens de la LHJMQ qui ont brillé. On va parler de Sidney Crosby dans quelques instants parce que c'est lui qui a donné le ton avec sa performance dans le premier match contre la Suède pour le Canada. Mais c'est un autre ancien de la LHJMQ qui a été nommé joueur le plus utile du tournoi, Nathan MacKinnon, qui a été meilleur buteur de la confrontation. Et Nathan MacKinnon qui rappelle à tous que derrière McDavid, il est pas si loin que ça. Ça a vraiment été une grosse performance, puis une performance clutch de Nathan MacKinnon dans le match où l'équipe faisait face à l'élimination, face à la Finlande, et en finale contre les États-Unis, c'est lui qui a ouvert le bal. Ouais, disons-le, évidemment, comme tu viens de dire, des performances clutch, je veux dire, 4 matchs, 4 buts, c'est dur à répliquer pis tout ça. Puis tu sais, je veux dire, je pense qu'on a vu un autre côté de Nathan MacKinnon qu'on voit un petit peu moins souvent, qui parle pas, si tu veux, au travers des statistiques, c'est son côté défensif. Tu sais, que ce soit des replis, des mises en échec, tout ça, vraiment un joueur complet. Puis disons-le, tu sais, il méritait son titre de joueur le plus utile du tournoi. Puis tournoi, comme tu mentionnes, qui, tu sais, était un petit peu craintif en termes d'engouement, mais je veux dire, la minute qu'on a vu l'intensité pis tout ça, écoute, c'est quelque chose qui était pour remplacer le match des étoiles, qui était fortement critiqué, si tu veux, pour un peu le manque d'intensité par les années passées, mais je pense que c'était une super bonne alternative. Comme tu le mentionnes, on a pu découvrir des anciens de la LHJMQ puis les voir à l'œuvre. Écoutez, c'est des fiers représentants pour la LHJMQ. Tu sais, notons-le, on en avait 4. Les 4 étaient tous au sein du Canada. Fait que pas de saveur internationale. Fait que tout le monde a pu se ranger en arrière du pays en même temps puis tout ça. Puis ça a été vraiment, vraiment impressionnant à suivre. Puis super le fun. Écoute, le résultat final aussi, il faut le dire. Là, c'est ce qu'on voulait. C'était la cerise sur le Sunday. Ouais, puis c'est drôle, hein, parce qu'on compare toujours Nathan MacKinnon puis Sidney Crosby simplement parce qu'ils viennent de la même place, littéralement. Les deux viennent de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse. Et les partisans des Mooseheads d'Halifax, c'est pas une surprise pour le partisan du hockey, règle générale, là, je pense. Si vous êtes un bon fan de hockey, je veux dire, vous voyez, entre autres, ce que Nathan MacKinnon a fait en série l'année où l'Avalanche du Colorado a gagné la Coupe Stanley. Mais particulièrement, je reviens aux années des Mooseheads parce que, bien sûr, ça a été un court passage à Halifax pour MacKinnon, comme 99% des premiers choix au total qui réussissent à débuter très tôt dans la Ligue nationale de hockey. L'an 1 post-repêchage pour lui, mais un peu comme Crosby, pour poursuivre dans les comparatifs. Il avait réussi, lui, avec les Mooseheads, à se rendre jusqu'à la Coupe Memorial sa dernière année avant son année de repêchage. Puis, je regardais, j'avais quasiment oublié, là, mais 33 points en 17 matchs, tu sais, tout près de 2 points par match son année avec les Mooseheads. Puis, je le rappelle, à son année de repêchage, tu sais, cette saison, il y a Caleb Desnoyers qu'on a hâte de voir en série parce qu'il joue au sein des Wildcats de Moncton qui sont au sommet de la LHJMQ, qui devraient en théorie faire un beau parcours éliminatoire. J'ai hâte de voir ce que Caleb peut faire, mais ce que MacKinnon avait fait au même âge, c'était phénoménal, puis il fait juste le rappeler à tout le monde dans ce tournoi-là.
Oui, 100%. Écoute, le passage de McKinnon dans la JMQ est indéniable. Je veux dire, c'était le succès après succès. Je veux dire, même à la Coupe Memorial, il a laissé sa marque puis tout ça. Puis c'est quelque chose qui s'est pas vraiment transigé automatiquement à la Ligue nationale. On se souvient, ses débuts étaient un petit peu plus difficiles dans son cas. C'était pas vraiment le gars de 100 points par saison en partant. Mais écoute, il a continué à travailler, continué à mettre la main à la pâte. Puis évidemment, le succès qu'il connaît aujourd'hui, ça lui revient. C'est du travail, c'est l'intensité, tout ça. C'est quelque chose qu'on lui reconnaît. Puis évidemment, il s'entraîne à tous les étés avec Sidney Crosby tout ça. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui motive tout ça, des gars de la même place tout ça, ils ont un bon groupe dans les Maritimes là, qui s'entraînent ensemble, puis je pense que c'est motivant pour lui aussi. Là. Ouais, il y a pire comme partner d'entraînement que Sidney Crosby, je pense. Ouais. Non, mais je trouve ça intéressant par contre que tu parles du fait que parce que les comparatifs, après ça s'arrêtent là, parce que Sidney Crosby, évidemment, arrive 18 ans, fait 100 points, le premier à 18 ans, une vingtaine d'années de mémoire, là, quand il l'avait fait en 2005-2006. Puis, je trouve ça intéressant parce que ça me ramène au premier épisode. J'invite les gens à aller l'écouter, là, parce que c'est très intemporel, mais dans le premier épisode d'Aux Quatre Coins, entrevue avec Alexandre Daigle, puis j'y avais demandé à Alexandre Daigle, qui, comme McKinnon, comme Crosby, avait été repêché premier au total au début des années 90. J'ai demandé si tu avais un conseil là, pour un des jeunes qui aspire, là, qui va être repêché tôt au prochain repêchage, un peu plus tôt. Un peu plus tard dans l'épisode, je vais m'entretenir avec Bill Zonon des Huskies de Rouyn-Noranda. Puis il avait dit, une fois que t'es repêché, là, patience. Tu sais, des McDavid, des Crosby qui arrivent et qui dominent l'an 1, c'est rare. Et justement, McKinnon est devenu un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey pour être le premier à gagner 2 titres de joueur le plus utile depuis qu'Alex Ovechkin l'avait fait il y a une quinzaine d'années de ça. Mais tu l'as dit, ça y a pris du temps. Au début, il est arrivé, il était bon. C'est un gars de 50 à 60 points pour quelques années, puis il a dû travailler pour se rendre là. Puis ça, pour tous les jeunes qui peuvent nous écouter présentement, c'est une bonne chose à garder en tête. Nathan McKinnon n'a pas eu tout cru dans le bec. Il est où est-ce qu'il est en raison de l'ardeur au travail qu'il met. Oui, exact. Tu sais, je veux dire, c'est une question d'encadrement aussi. On le sait, quand il est arrivé avec le Colorado, je veux dire, il y avait Joe Sakic qui était dans les bureaux en haut, qui a passé par des choses similaires, pis tout ça. Fait que, tu sais, c'est une question d'encadrement, pis tout ça. Puis moi, je trouve que c'est une des choses qu'on a vues à la confrontation des 4 nations qui était le plus le fun, c'est que la plupart des gars dans le vestiaire du Canada, leur idole, c'est Sidney Crosby. Fait que, tu sais, pour la plupart d'entre eux, c'était leur première occasion de jouer avec lui, c'était la première occasion de le côtoyer, pis tout ça. Je veux dire, c'est le gars que, tu sais, probablement qui regardait ses highlights justement sur YouTube en grandissant. Puis là, tu partages le vestiaire avec lui. Fait que c'est des moments surréels. Puis on l'a vu un petit peu dans son leadership, Crosby, tout ça. Des fois, c'est juste les manières qu'il a, les trucs, comment il se comporte, tout ça. Puis ça a un effet direct sur le reste du groupe, tout ça. Que ce soit tant par le fait que, comme je disais, que c'est l'idole de la plupart de ces gars-là, tout ça. C'est facile pour lui de donner l'exemple, mais en même temps, c'est tellement un bel exemple à suivre. Je veux dire, il fait tout. Ben ouais. C'est plate à dire. Il n'y a pas d'être humain ou de joueur de hockey parfait, mais il est quasiment dans cette lignée-là. Là. Ouais, il est fatigant. Tu regardes comme, oh bonjour, je suis Sidney Crosby, j'ai absolument aucune tâche à mon dossier, je suis parfait, je suis le meilleur joueur des 20 dernières années. Puis ben, je gagne encore avec Équipe Canada comme capitaine. Mais t'as vu dans les matchs au Centre Bell, particulièrement le premier, à quel point le Québec n'a pas oublié Sidney Crosby. C'est phénoménal. Puis on est de la même génération. J'habitais à Drummondville dans les années où Sidney Crosby, les 2 années où Sidney Crosby jouait en LHJMQ. Puis son premier passage à Drummond avec les Voltigeurs, pour moi, c'est un de mes moments de hockey, pas juste de LHJMQ, de hockey qui est le plus gravé dans ma tête. Je sais pas si tu avais eu la chance de voir Sidney Crosby live dans une des arénas de la LHJMQ dans ces années-là, mais moi, c'était le premier match. Évidemment, les Voltigeurs avec Guillaume Latendresse, qui avait été repêché 2e au total, derrière Sid la même année dans la LHJMQ. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec Guillaume à BPM Sport, 91 Sport dans le temps que ça s'appelait. Puis, je me souviens, j'avais dit à un moment donné, ça faisait quelques mois qu'on avait ensemble, je disais, hey, je me souviens, le seul match qui est gravé dans ma tête des Voltigeurs, parce qu'évidemment, je n'ai vu des dizaines là, dans le temps que j'habitais à Drummond, c'est le premier match de Sid. Puis je me mets à y raconter à peu près tout ce que je me souvenais de la partie. Finalement, on a retrouvé la feuille de match sur Internet. Je pense dans les archives de votre site ou en tout cas à quelque part. Puis, tu sais, j'étais pas loin. Là. Guillaume avait eu un bon match. Sid avait eu un match de comme 3-4 points, mais dans une victoire des Voltigeurs. Puis, écoute, je me demande si c'était pas à surcapacité le Centre Marcel Dionne. Moi, évidemment, j'étais plus jeune, là, j'avais peut-être 12 ans quand c'est arrivé, là, mais j'ai en tête le monde debout, l'aréna surremplie pour voir Sidney Crosby. Puis ça avait été de même pendant 2 ans. C'était vraiment quelque chose de phénoménal. Ah ouais, 100%. Puis je veux dire, on l'a vu, là, justement, moi j'ai eu l'honneur d'y présenter le trophée Sidney Crosby qu'on pourra aborder plus tard dans l'épisode. Mais je veux dire, on l'a vu, je veux dire, partout où ce qu'il allait, dans les commentaires, tout ça, après cette annonce-là, le monde, il se rappelle de s'être déplacé pour aller le voir, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, je pense que
que de mémoire, là, à part peut-être le mouvement Alexis Lafrenière récemment, qui ironiquement était avec l'Océanique aussi, je disais que le monde se rende dans les arénas puis que ce soit jam-pack pour voir un seul joueur en particulier. Je veux dire, on voit l'effet, tu sais, écoute, depuis qu'il était jeune, on le savait qu'il allait être un phénomène, tout ça. Mais tu sais, c'est ces années, c'est 16 ans, 17 ans, dans le fond, là, quand il est arrivé pis tout ça, puis il a laissé sa marque, il a laissé, tu sais, je veux dire, comme tu dis, toi, à cet âge-là, tu te souviens encore de ces matchs-là, tu te souviens encore de l'effet qu'il y a eu pis tout ça, mais tu sais, c'était déjà un joueur phénoménal à cet âge-là, puis ça a jamais changé. C'est ça qui est le fun. Tu sais, son étoile, si tu veux, elle a jamais arrêté de briller, là. Si vous écoutez en format vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laissez-nous savoir. Je suis curieux. Laissez-nous savoir en commentaire. Peut-être que vous étiez là il y a 20 ans dans une aréna de la LHJMQ. Puis si vous avez une histoire de ce que vous avez vu, je serais curieux de vous lire dans le prochain épisode. Puis si jamais vous écoutez en format audio, ben rendez-vous sur YouTube puis écrivez-le en commentaire et profitez-en. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la LHJMQ. Petit mot quand même sur Brad Marchand. Parce que autant de voir Sidney Crosby se faire applaudir au Centre Bell, c'est pas surprenant. Oh, Brad Marchand se faire applaudir au Centre Bell, ça, c'est surprenant. Puis lui aussi, je veux dire, c'est toujours le même joueur qui était à cette époque-là. D'ailleurs, en me préparant pour l'émission, j'avais complètement oublié qu'il avait fini à Halifax. Je pensais qu'il avait fini avec les Foreurs de Val-d'Or. Donc, il a joué pour 3 équipes quand même de la LHJMQ. Bien sûr, les Wildcats, les Foreurs et il avait terminé avec les Moussas d'Halifax. Lui a eu une plus longue carrière justement à LHJMQ, Brad Marchand, parce que c'est un choix plus tardif au repêchage qui a pris plus de temps à se développer. Ouais, puis on le rappelle, c'est pas parce que tu joues dans plusieurs équipes au niveau junior majeur que c'est nécessairement un problème ou quelque chose. Dans son cas, c'était 3 équipes qui étaient aspirantes, tout ça. Fait qu'il y a eu des bonnes opportunités puis il a gagné beaucoup d'expérience dans ces années-là. Mais écoute, pour faire un mot sur Brad Marchand, tu sais, je pense que ce qu'on a vu le plus de lui pendant la Coupe des 4 Nations, c'était vraiment comme les vidéos qui sont allées virales, là, notamment celles en prolongation quand il rentre dans le vestiaire, tu sais, puis des petits chirps, comme on dit, à Marner. Après ça, il s'en prend à Sid puis tout ça. Tu sais, c'est ce genre de gars-là qui est à l'aise puis tout ça. Puis je pense que c'est exactement pour ça qu'on l'a pris sur l'équipe. Tu sais, de mémoire, quand ils ont annoncé la formation, c'est probablement un des joueurs qui était le plus critiqué. Puis le monde se demandait pourquoi il était encore là, parce qu'il était un petit peu plus vieux, un petit peu plus lent qu'il était, puis tout. Surtout qu'il était dans les premiers annoncés. Il avait sa place garantie des mois d'avance. Oui, 100%. Tu sais, puis je veux dire, Brad Marchand, écoute, il a remporté la Coupe Stanley, il a de l'expérience sur la scène internationale, tu sais, il a dépassé les 1000 matchs en carrière, il approche le plateau des 1000 points. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est plus l'expérience, mais c'est aussi un gars qui est rendu dans le vestiaire, tu sais, on le voit beaucoup plus décontracté. Tu sais, en anglais, on appelle ça un glue guy. C'est le gars qui ramène tout le monde ensemble, tout ça, qui est toujours là pour placer, tu sais, une blague au bon moment, détendre l'atmosphère, puis tout ça. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Puis tu sais, je pense qu'on dans la vidéo, je sais pas si c'est laquelle que je parle, mais tu sais, il dit c'est probablement moi le plus grand partisan de cette équipe-là, dans le sens, je suis cloué au banc, je joue pas, mais lui, il était là, il aurait rempli des bouteilles d'eau pour faire partie de cette équipe-là, tout simplement. Fait que je veux dire, c'est peut-être pas le Brad Marchand qu'on a connu dans son pic ou tu sais quand il faisait le duo d'enfer avec Patrice Bergeron pis tout ça, mais c'est pas nécessairement pour sa contribution offensive, même s'il a marqué un gros but, si je me souviens pas, c'est contre la Finlande, si je me trompe pas. Mais je veux dire, le gars, il est là pour vraiment amener de l'énergie tant sur la patinoire, déranger ses adversaires, puis d'un côté du Canada, mais c'est vraiment pour calmer les gars, faire les blagues pis tout ça, puis s'assurer que tout le monde est, tu sais, baisser le niveau de stress avant ces gros matchs-là. Ouais, non seulement j'ai vu la vidéo dont tu parles, mais à la fin de la vidéo, je riais, puis tu sais, dans les dessins animaux, peu importe, là, quand il y a un papy grumpy qui il se rend compte qu'il rit, puis là, il redevient... Ça, c'était moi, quand je me suis rendu compte que je riais d'une blague de Brad Marchand. Je pouvais pas croire. Je suis embarqué là-dedans. Un petit mot quand même sur Monty. Parce que, tu sais, on parlait de persévérance. Monty aussi, c'est un bel exemple de persévérance. Puis, moi, en tant qu'ancien gardien de but, jeune gardien de but, j'ai eu la chance de grandir à une époque où on aurait dit que dans ce temps-là, la moitié des gardiens partant de la Ligue nationale de hockey, j'exagère, là, mais étaient québécois. Que ce soit Martin Brodeur, Patrick Roy, Jean-Sébastien Giguère, Patrick Lalime, puis après ça, Fleury est arrivé, puis c'était vraiment agréable. C'est plus la même chose, mais quand même, Samuel Montembeault, ancien de l'Armada de Blainville-Boisbriand, c'est un autre joueur pour qui le début de carrière n'a pas nécessairement été facile. Le Canadien est allé le chercher au balotage, puis bien sûr, on le voit au jour le jour, Samuel Montembeault maintenant comme gardien partant du Canadien de Montréal. Il n'a pas joué dans le tournoi, mais moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut faire pour lui, juste d'avoir côtoyé cette équipe-là. Puis j'ai très, très hâte de voir comment Monty va peut-être pouvoir ramener ça, ce bagage-là, pour la suite de sa saison.
100%. Tu sais, je veux dire, souvent dans le marché montréalais, on a tendance à suranalyser les joueurs qui évoluent pour le Canadien pis des trucs de même. Mais on peut pas se cacher. Je veux dire, Samuel Montembeault, sa progression est fulgurante. Je veux dire, depuis qu'il est un gardien partant, je pense que c'est le jour et la nuit entre ce qui était avant. Justement, jamais on s'imaginerait que ce serait un gardien qui aurait été soumis au ballottage. Mais en termes de la confrontation des quatre nations, je pense que Samuel Montembeault, pour lui, même s'il a pas disputé un match, c'est vraiment important de se regarder dans le miroir et de se convaincre qu'écoute, t'es dans les top 3 gardiens du meilleur pays de hockey au monde. Je veux dire, c'est pas minime, c'est très important. Puis dans son cas, je pense que c'était vraiment rassurant pour le personnel d'Équipe Canada de l'avoir, lui, comme troisième gardien, dans le sens que si tu as besoin de mettre un gardien devant la foule montréalaise ou même à Boston, qui est une équipe qui affronte assez souvent, le gars, il est à l'aise, il a ses repères au Centre Bell puis tout ça. Puis comme je disais, c'est vraiment juste pour lui, c'est de profiter de l'expérience. Je suis sûr qu'il a pu j'ai un petit peu dans la tête des autres gardiens qui étaient avec lui puis tout ça, puis d'essayer d'apprendre des nuances, des trucs. Puis en même temps, tu pratiques avec les meilleurs joueurs au monde, fait que t'apprends encore plus puis tout ça à trouver tes repères tout ça, fait que je pense que c'est vraiment une expérience qui va être qui est immesurable pour lui, dans le sens que il peut garder ça le restant de ses jours. Si c'est sa seule participation avec Hockey Canada, ben au moins ce sera ça, puis il repart avec une médaille autour du cou. Mais moi je pense qu'on va entendre parler de Samuel Montembeault, notamment avec l'approche des Jeux Olympiques pour l'année prochaine, tout ça, surtout s'il continue à performer comme il fait là. Je veux dire, il y a quand même des super bonnes statistiques pour une équipe qui est pas au sommet du classement non plus. Fait que Samuel Montembeault, je veux dire, c'est un nom à garder en tête. Puis je pense que c'était bon pour lui de pouvoir craquer cet alignement-là, comme on peut dire. Ouais, ça va définitivement continuer de faire jaser dans la prochaine année. Il faut être gardien de but d'équipe Canada. Surtout si un certain Logan Thompson à Washington continue de faire ce qu'il fait. Ça va vraiment être le fun à surveiller. David, revenons un peu plus près de ce qui se passe actuellement dans la LHJMQ. J'ai trouvé ça très, très drôle, la façon dont le gestionnaire de communauté, si tu travailles dans ce domaine-là, a viré les choses pour les pauvres Sea Dogs de Saint John dans une défaite de ce que j'appelle affectueusement beaucoup à très peu. 14-0, la victoire du Drakkar de Bécomo. J'ai ça sur la publication. Je vous invite d'aller voir ça. Le gestionnaire ou la gestionnaire de communauté des Sea Dogs, vous savez, et sur les réseaux sociaux, les équipes, peu importe le sport de nos jours, publient un petit graphique avec le résultat, les statistiques d'un match. Puis ils ont juste mis un point d'interrogation à côté du score du Drakkar en disant ils ont marqué des buts, pas nous, on passe au prochain match. Ça faisait longtemps, j'ai pas en tête une aussi grosse victoire, 14-0 d'une équipe, comme l'a fait le Drakkar dans cette victoire face aux Sea Dogs. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quoi? C'est deux buts seulement sur 14 en avantage numérique pour le Drakkar de Bécomo dans ce match-là. Donc, c'est pas que les Sea Dogs ont été complètement indisciplinés, se sont fait manger. Non. 12 des 14 buts à égalité numérique. Presque le club au grand complet a mis son nom sur la feuille de pointage. C'est presque plate pour les 4 défenseurs qui n'ont pas réussi à noircir la feuille de pointage dans cette rencontre-là. Mais ça nous rappelle à quel point il y a beaucoup d'équipes à surveiller cette année parmi le peloton de tête. Ouais, ben le Drakkar commence à trouver ses repères et tout ça. Puis je veux dire, c'est un match comme ça qui est super bon pour la confiance de l'équipe aussi. Je veux dire, dans le cas des Sea Dogs, c'est sûr, accorder 14 buts, c'est pas le fun. Non, c'est vraiment pas le fun. Appelons ça 2 touchés pour pas parler de 14 dans ce cas-ci. Mais je veux dire, c'est une performance impressionnante du Drakkar. Ta mémoire te fait pas défaut dans le sens que c'est la première fois, eux autres, c'est un record d'équipe pour le plus de buts en un match. Puis tu mentionnes les joueurs qui sont sur la feuille de pointage. C'est 11 joueurs qui ont eu plus d'un point dans ce match là. Fait que déjà à base, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Tout ça, ils ont 14 joueurs total qui ont inscrit des points dans ce match-là. Puis je vais attirer l'attention sur 2 joueurs en particulier, Samuel Boisvert et Alexis Michaud, qui ont chacun terminé la rencontre avec 1 but, 4 passes. Fait que une sortie de 5 points, c'est le fun. Mais il y en a un qui a fini encore plus haut que ça. Un tour du chapeau. Ajoute à ça 4 mentions d'aide, c'est Mathias Milowski. Il finit une rencontre avec 7 points, c'est quelque chose qui est rarement vu. Lui, dans son cas, finit en plus avec un rendement de plus 7. Fait que contribuer 7 points, finit à plus 7. Ça revient à ce que tu disais tantôt, qu'il n'y a pas trop de buts de marqués en avantage numérique. Mais il a aussi fini le match 13 mises au jeu gagnées sur 15 tentatives. Fait que dans le cercle des mises au jeu dominant, Mathias Milowski qui a été nommé le joueur de la semaine dans la LHJMQ cette semaine, justement, grâce en partie à cette performance-là, mais aussi il a ramassé, je pense, 10 points à ses 3 derniers matchs. Fait que ça l'aide. Dans le cas de Milowski, je veux dire, le gars connaît une superbe saison. Quand on pense Drakkar, on pense souvent à Justin Poirier, le marqueur, mais lui, appelons-le le passeur. Je veux dire, il est rendu à 47 mentions d'aide cette année, ce qui le place au 3e rang dans la ligue. Fait que, il y a déjà des sommets en carrière pour les buts, pour les points. Il va sûrement avoir un sommet en carrière pour les passes aussi également. Fait que, moi, j'aime ça dire à chaque
marqueur naturel, il y a un passeur naturel qui joue avec lui. Dans le cas, c'est la paire est incroyable puis tout ça. Puis, tu sais, Milovski, c'est le fun parce que quand on l'a annoncé comme joueur de la semaine sur les plateformes numériques, sur X, je pense en anglais, il y a un partisan qui a répondu en tout, qui est un partisan des Devils, qui dit « J'espère que c'est le prochain choix de 6e tour des Devils à connaître du succès. » Puis le gars fait immédiatement référence avec un gif à Jesper Bratt. T'sais, fait que c'est comme quoi dire, Jesper Bratt, c'est probablement un des meilleurs joueurs des Devils, si c'est pas le meilleur joueur des Devils cette année. Parlons de Jack Hughes aussi. Mais je veux dire, le gars, c'est un choix de 6e tour, fait que ça donne espoir à Mathias Milovski, comme quoi t'as peut-être été repêché au 6e tour par les Devils, mais je veux dire, la porte est grande ouverte pour que tu suives dans les traces d'un gars comme Jesper Bratt. Puis je veux dire, le gars, moi je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés du circuit en parlant de la JMQ, parce que je veux dire, on en parle rarement. Le gars, il est incroyable. Je veux dire, comme passeur, c'est un magicien. Il est capable de mettre la rondelle dans le filet, comme je disais, déjà un sommet en carrière en termes de but. Fait que je veux dire, dans ce cas-ci, Mathias Milovski, grosse semaine, qui épaule également la grosse sortie de ses teammates dans cette rencontre-là. Ouais, c'est drôle de mentionner rapidement Poirier. Tu sais, quand j'ai vu le score, mon premier réflexe, c'était de me dire combien de buts Poirier a marqué, puis j'ai fait juste 2, en étant presque déçu. C'est ça. Mais ça te montre à quel point tout le monde a contribué dans cette victoire-là du côté du Dracor de Bécomo. C'est un effort d'équipe, puis je veux dire, c'est triste à dire parce que dans des matchs qui sont beaucoup dominés dans ce sens-là, ben ça laisse la chance à l'entraîneur d'utiliser plus son 3e, son 4e trio, tout ça. Fait que c'est un peu le fun pour toute l'équipe ensemble, où est-ce que les gros canons sont un petit peu plus sur le banc, puis ça leur permet de se reposer. Les autres, ils ont du temps de glace, puis écoute, quand ils marquent des buts, puis tout ça, ben il y a de quoi, il y a rien de plus le fun, tu sais comme moi, de célébrer les gars qui marquent un petit peu moins souvent dans l'équipe, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun pour l'ensemble de l'équipe. C'est pour ça, comme d'entrée de jeu, je disais, ça l'aide vraiment à la confiance du Dracor, fait que ça va être encore une fois une équipe à surveiller là, dans le dernier stretch de la saison. Tu as parlé un peu plus tôt du trophée que vous avez présenté à Sidney Crosby. Ben, c'est parce que le trophée de la recrue de l'année va maintenant être décerné pas à Sidney Crosby, en l'honneur de Sidney Crosby. Ça porte son nom, donc le trophée Sidney Crosby. Et tu as des bonnes confrontations cette année. Tu as beaucoup de joueurs à surveiller. Personnellement, je regarde beaucoup celle devant le filet parce que William Lasselle du côté de Rimouski, je lisais un texte sur lui sur le RDS.ca, je pense que c'est Mick Filion qui l'a écrit, je vous invite à aller le lire d'ailleurs. Là. Un gardien recru qui, en théorie, moins malheureusement d'une catastrophe ou d'une blessure ou quoi que ce soit, sait qu'il va garder les buts à la Coupe Memorial, qui pourrait mener son équipe à un championnat. En LHJMQ, c'est extrêmement rare. Et William Lasselle fait ça de façon phénoménale cette année pour l'Océanique de Rimouski. Mais il n'est pas seul. Beckman le fait aussi avec le Dracor de Bécomo. Puis évidemment, tu as d'autres joueurs à surveiller. Des Européens. Tu as également Cossette Ayotte. C'est une belle course cette année pour le titre de meilleur recrue. Ouais, super belle course. Puis évidemment, de remporter ce trophée-là, c'est toujours un honneur pour les joueurs. Mais comme tu mentionnes, on a un duel de gardiens de but qui est incroyable. William Lasselle, on se rappelle, a gagné, si tu veux, le filet de l'Océanique. L'Océanique a débuté la saison. Il y avait Samuel Saint-Hilaire qui est incroyable, qui sortait de Sherbrooke. Il y avait aussi Quentin Miller qui avait gagné la coupe avec les Remparts, tout ça. Fait que William Lasselle, à titre de recrue, est allé voler, si tu veux, leur poste puis tout ça. Puis écoute, des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Le gars, il a 31 départs, il est 25, 3, 1 et 2 en termes de fiches, 2,25 de moyenne de but alloué, 913 pourcentage d'arrêt. Puis il ajoute à ça 3 jeux blancs, tout ça, en arrière d'une équipe aussi forte que celle de l'Océanique. Je vois pas comment il pourrait être détrôné, si tu veux, dans son titre. Mais l'autre gardien que tu mentionnes, c'est Lucas Beckman, qui est le gardien du Dracor. Puis mentionnons-le aussi, je veux dire, une victoire de 14-0, on en parle, mais Lucas Beckman, dans cette rencontre-là, a eu 30 arrêts pour son jeu blanc. Fait que c'était pas une petite partie de plaisir pour lui, là. Je veux dire, il a quand même dû... ça n'a aucun sens, je veux dire, on parle des statistiques offensives, mais le gars, il est quand même parti avec un jeu blanc de 30 arrêts, fait que c'est le fun. Mais Lucas Beckman, même chose, je veux dire, un petit peu plus de départ que Lasselle, lui, c'est 45 au lieu de 31, mais tout de même, il y a une fiche, écoute, il est 28, 15 et 1, 2,61 moyenne de but alloué, je veux dire, il est quand même au sommet dans les statistiques. Puis il n'y a pas tant de gardiens de but recrues cette année dans le circuit, fait que vraiment, entre ces deux-là, c'est une chaude lutte, c'est vraiment, ça va se jouer entre ces deux-là pour le trophée si c'est remis à un gardien de but. Mais dans mon livre à moi, je pense que ça va être remis à un attaquant. Puis je veux dire, là, on en a deux qui sont dans une course quand même le fun, mais un qui domine nettement, puis c'est Matvei Gridin avec les Cataractes de Shawinigan. Puis je mentionne deux joueurs européens qui sont en course, Matvei Gridin à Shawinigan, puis l'autre c'est Lars Steiner à Rouyn-Noranda. Fait que je veux dire, Gridin, c'est un choix de premier tour des Flames. Il est un an plus vieux, si tu veux, que Steiner. Fait que
je veux dire, est-ce que ça va peser dans la balance au moment de choisir le gagnant du trophée plus tard dans la saison? C'est à suivre, mais je veux dire, écoute, Gridin à Shawinigan fait des ravages récemment. Lui, il est à 49 matchs de jouer. Il a 29 buts, 37 mentions d'aide déjà pour un 66 points. Puis impressionnant, lui aussi, il est à plus 28 de rendement. Fait que je veux dire, il y a quand même un aspect défensif à son jeu qui est dominant. Fait que selon moi, c'est lui qui mène dans la course. Mais à suivre, est-ce que ça va être un attaquant? Est-ce que ça va être un gardien de but? On le sait pas. Puis comme tu mentionnais aussi, tu sais, Benjamin Cossette-Ayotte qui est un défenseur. Fait qu'en termes de points, moins de points pour Cossette-Ayotte. Mais encore une fois, il faut que je parle de son rendement dans son cas de lui. Je veux dire, lui, c'est le deuxième choix du dernier repêchage, deuxième choix au total, excuse-moi, du dernier repêchage de la JMQ. Une récolte de 21 points en 46 matchs jusqu'à date, mais il est à plus 23. Ce qui est impressionnant dans ce cas-là d'être à plus 23, c'est qu'il évolue pour les Foreurs de Val-d'Or, qui sont l'équipe qui a accordé le deuxième plus de buts dans le circuit cette année. Fait que, tu sais, d'être un plus 23 dans une équipe qui a accordé pas loin de 300 buts à date dans la saison, c'est quelque chose qui est franchement impressionnant puis qui est très rare, justement, dans son cas. Puis, tu sais, Benjamin Cossette-Ayotte, c'est un défenseur qui est utilisé à toutes les sauces. Il est utilisé en avantage numérique, à 5 contre 5, en désavantage, en fin de match, fin de période, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un gars qui est pas mal tout le temps sur la glace. Fait que son rendement est encore plus impressionnant dans ce cas-là. Ouais, c'est surtout dans le cas de Cossette-Ayotte, dans le cas de Lasselle, c'est des joueurs qui vont être tellement intéressants à surveiller l'an prochain. Et encore une fois, mon jupon de gardien de but dépasse, mais surtout mon jupon qui aime les petits gardiens de but parce que à 6 pieds dans la société, t'es pas petit. Mais Lasselle, c'est pas un gros bonhomme devant son filet. T'sais, on parlait de Beckman, il est plus gros à 6 pieds 2. Lasselle à 6 pieds, tu sais. Présentement, il y a Dustin Wolf comme recrue dans la Ligue nationale de hockey que j'adore parce que c'est un gardien. Encore une fois, là, je mets vraiment des guillemets parce que, on le sait, là, on a vu Nathan Darvaux dominer complètement avec les Tigres pendant combien d'années, puis heureusement, personne ne veut lui donner une chance en raison de sa charpente. Là. Donc, des gardiens en bas de 6 pieds 3 qui dominent comme ça, c'est plus rare. J'espère vraiment que Lasselle va pouvoir dominer, avoir une bonne chance avec une équipe de la Ligue nationale de hockey puis continuer comme ça parce que moi j'aime ça des petits gardiens un petit peu plus athlétiques entre guillemets. 100%. Puis pour faire une parenthèse sur Nathan Darvaux, je vous ai lui, il a évolué dans le circuit universitaire cette année, puis il a été nommé sur la recrue, sur l'équipe des recrues de l'année. Il a été nommé gardien de l'année, puis tout ça. Fait que c'est pas parce que t'es petit que ça change grand-chose. Puis une autre parenthèse qu'on peut faire aussi sur William Lasselle, qui est encore plus impressionnant, c'est que lui, il est sourd d'une oreille. Fait que je veux dire, pour un gardien de but, tout ça, c'est tellement important, tu sais, d'entendre les rebonds vont où, les gars sont où, tu sais, d'entendre les adversaires discuter, puis tout ça. Lui, il fait ça, tu sais, entre guillemets, avec une seule oreille, tout ça. Fait que c'est encore plus impressionnant, tu sais, les chiffres qu'il y a, tout ça. Puis lui, ça date depuis quelques années. Je pense même au niveau M18-3A, il était déjà dominant. Fait que, tu sais, de transporter ça jusque dans notre circuit en ce moment, c'est franchement impressionnant ce qu'il fait avec l'Océanique. Là. Fait que j'ai bien hâte de le voir ce printemps. Puis, écoute, lui, il s'en va à la Coupe Memorial. Fait qu'on va le suivre une couple de semaines de plus que les autres gardiens de but du circuit. On vient de parler des meilleurs recrues de la LHJMQ. Je veux qu'on parle des meilleurs espoirs parce qu'au moment où on enregistre, ils sont en tournée médiatique. Ils sont plusieurs, là, bien sûr. Il y a Caleb Desnoyers, il y a Carbonneau, Zonon, Nobert, Morin. Beckman est là également. Vous allez entendre dans les prochains instants une entrevue que j'ai menée justement avec Bill Zonon des Huskies de Rouyn-Noranda. Je trouve que c'est une belle initiative pour faire découvrir au plus grand public. Souvent, si vous avez peut-être vous habitez encore, si vous êtes un gros fan de la LHJMQ, les joueurs dans les marchés sont connus. C'est des vedettes à échelle locale, mais après ça, quelqu'un qui suit ça d'un peu plus loin, ceux qui sont pas nécessairement les joueurs les plus connus. En ce moment, avec raison là, d'ailleurs, on entend énormément parler de Caleb Desnoyers. C'est peut-être le plus bel espoir de la Ligue depuis Alexis Lafrenière. Puis c'est un super bon kid, mais moi, c'est ce que j'aime encore plus de cette tournée-là, c'est que de pouvoir écouter ces jeunes-là dans différents contextes, dans différentes entrevues, certaines un peu plus, entre guillemets, traditionnelles, d'autres un peu plus décontractées, tu découvres vraiment des bons jeunes, puis pas des bons jeunes joueurs de hockey, des bons jeunes hommes. Caleb Desnoyers, moi, il m'a particulièrement impressionné. Mais il est pas tout seul. J'ai écouté une entrevue à BPM Sport entre Caleb et Justin Carbonneau, justement, où ils se vantent l'un l'autre, puis c'est beau à voir. Puis je pense vraiment que c'est une bonne cuvée pour la LHJMQ. Restez là, bien sûr, pour l'entrevue avec Bill dans quelques instants, mais un peu partout, là, allez écouter ces jeunes-là parce que c'est vraiment des jeunes de qui on peut être fier, en fait. C'est pour vrai, là. Puis ça, je trouve que c'est très important de le mentionner. Oui, c'est très important. Je veux dire, de mémoire, je pense que c'est la 7e année qu'on fait ça, où est-ce qu'on amène les meilleurs espoirs, si tu veux, pour une visite au Centre Bell. Comme tu mentionnes, c'est une chance pour les médias de rencontrer les individus, d'aller au-delà des statistiques puis de voir la personnalité. Je veux dire,
on fait ça en partie pour les faire découvrir le monde médiatique aussi, dans le sens que là, ils rencontrent les plus grands médias montréalais, ils font les tournées BPM Sport, ils vont au 98.5, ils ont fait le 5 à 7 à RDS, l'antichambre hier, tout ça. Fait que non seulement de voir dans les coulisses comment les émissions télé-radio sont préparées, mais pour eux, c'est une opportunité pour eux de s'exprimer, d'apprendre, à se faire connaître, si tu veux, puis tout ça. Puis on l'entend souvent dans le jargon du hockey, tout ça, mais à talents égal, les directeurs généraux, ils vont toujours pencher pour une meilleure personnalité, pour un kid qui a quelque chose en lui, qui le rend accessible, qui le rend plaisant, qui montre que non seulement c'est un bon joueur de hockey, mais c'est un bon être humain, un bon individu. Puis nous, à la LHJMQ, c'est une fierté qu'on a de développer et des bons joueurs de hockey et des bons étudiants, mais on veut aussi des bonnes personnes, à la base. Fait que on est une ligue formatrice à ce niveau-là, puis d'amener nos espoirs devant les Kodak pour ce 48 heures-là, si tu veux, intense, puis tout ça. C'est super le fun, c'est le fun pour eux, puis tout ça. Puis j'invite les gens justement à aller voir les plateformes numériques puis les médias sociaux de la LHJMQ, d'apprendre à connaître ces gars-là. On les voit sur caméra, sont le fun, sont décontractés, ils ont du plaisir, ils prennent plaisir à faire ça, tout ça. Je sais que hier, comme je disais, c'était la tournée plus médiatique radio-télé. Aujourd'hui, les gars, ils rencontrent à nouveau, je sais pas si tu te souviens, on avait rencontré Martin Saint-Louis l'année passée. Ils vont encore rencontrer les joueurs cette année, les espoirs. Ils vont aussi également rencontrer des joueurs des Canadiens. Ils vont faire une visite des bureaux. Après ça, ils se rendent au bureau de la LNH qui sont à Montréal. Ils vont faire une visite là, enregistrer un podcast avec eux, tout ça. Fait que c'est des moments où est-ce que eux, ils peuvent vraiment profiter de l'occasion, déconnecter du hockey, faire des petites apparences médias, tout ça. C'est juste bénéfique pour tout le monde. En plus de ça, eux, ils se trouvent une certaine aisance devant les caméras puis en entrevue qu'ils vont pouvoir utiliser justement plus dans le processus là, à l'approche du repêchage de juin prochain. Ouais, t'as tout à fait raison. Et qui sait, peut-être qu'un de ceux-là va se faire repêcher dans un gros marché où il y a beaucoup de médias. Nommons-en aucun. Je laisse ça là, comme ça, je le dépose, puis je donne pas plus d'informations sur l'arrière de ma pensée. Je vous laisse penser à ça, vous, à la maison, qui écoutez. Ouais, ben les clubs vont avoir une bonne chance de se prononcer sur ces joueurs-là, puis tout ça. Puis je veux dire, on se cachera pas. Ça a été une année plus difficile l'année passée pour la LHJMQ. On n'a pas eu le choix au premier tour. Même chose l'année d'avant. Puis là, cette année, avec Desnoyers, Carbonneau puis Zonon, on en a 3 qui sont projetés en première ronde selon la dernière liste de la Ligue nationale. Fait que d'en avoir un, c'est déjà bon. D'en avoir 2, ce serait magique, mais d'en avoir 3, les équipes que tu ne veux pas nommer vont avoir leur chance de pêcher dans la cour de la LHJMQ cette année. Là. Ouais, exact. Puis dans le cas de Caleb, continue de monter. On sait pas jusqu'où, mais moi, je vais pas être surpris s'il repêché très très haut au repêchage parce que ce genre de gros joueur de centre-là, ça fait saliver beaucoup de directeurs généraux dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. David, juste un petit mot en terminant là, sur une note un peu moins positive, mais qui est important de rappeler. Il y a malheureusement eu quelques incidents là, sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines. Entre autres, les Wildcats de Moncton qui ont senti le besoin là, d'y aller d'un communiqué pour rappeler l'importance du respect aux gens sur les réseaux sociaux. Les gens, s'il vous plaît, hein, ce qu'on écrit en ligne, c'est réel, ça touche des gens. Mais c'est une situation qui est un peu déplorable. Ouais, puis tu parles du communiqué des Wildcats qui a été également repris par les Olympiques de Gatineau par après, puis tout ça. Puis c'est vraiment un simple rappel aux partisans que, écoute, c'est des joueurs de hockey, oui, mais c'est surtout des jeunes hommes. Tu sais, je veux dire, les joueurs qui évoluent dans la JMQ, ils ont entre 16 et 20 ans. On est fiers d'être une ligue formatrice, tu sais, qui les aide à se développer, puis tout ça. Mais c'est justement ça, c'est une ligue formatrice. C'est des joueurs qui sont en formation. C'est pas des professionnels. Ça reste des êtres humains qui sont en arrière, tu sais, en dessous du casque, comme on peut dire, tout ça. Fait que d'aller sur les réseaux sociaux, puis de nommer des joueurs en particulier ou si c'est pour un cas positif, OK, il n'y a pas de problème, mais d'y aller dans le négativisme puis de pencher ou de s'acharner sur des joueurs en particulier, je veux dire, c'est un gros dans le personnel. Oui, 100%. Puis je veux dire, on est en 2025, je veux dire, on en a, j'ai l'impression que depuis la pandémie, il y a plus de monde qui sont rangés derrière leur clavier, puis qui s'expriment librement. Puis ça sert à ça, les réseaux sociaux. Mais de nommer un joueur en particulier ou tu sais que t'es pas d'accord avec un échange ou avec tu sais le match qu'il a joué qui était pas à son summum ou quelque chose de ça, tu sais, je veux dire, nous autres, je pense que en termes de ligue, on les encadre, on essaye d'épauler le plus les joueurs possible, tout ça. D'ailleurs, je rappelle qu'on a un programme d'aide et de soutien à la GMQ. T'sais, si jamais les joueurs sont affectés personnellement ou s'il y en a à l'écoute en ce moment qui ont besoin d'aide puis qui sont tannés, si tu veux, des réseaux sociaux. Mais je veux dire, il faut juste pas oublier, quand on met des commentaires, comme tu dis, en dessous des publications, que ce soit des équipes de la Ligue ou n'importe quoi, pis tout ça, mais ces jeunes-là, ils peuvent aussi aller les lire par après, tout ça. Fait que, tu sais, sur un niveau personnel, pas s'acharner sur leur cas, de pas les mentionner par nom. Je dis, vous avez le droit en tant que partisan d'être fâché
d'un résultat ou d'une performance, mais c'est pas en allant critiquer la personne sur les réseaux sociaux que ça va changer quoi que ce soit, autre que de l'affecter. Puis je veux dire, l'importance tant de la santé mentale que de la santé physique, je veux dire, est aussi bonne, tout ça, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment lâcher prise, là. C'est pas de. Je pense que l'effort des Wildcats puis des Olympiques, c'était vraiment de mettre en lumière que c'est des jeunes hommes qui ont droit à l'erreur, puis que, tu sais, oui, on les considère comme étant des citoyens modèles, puis on essaie de les impliquer dans la communauté, puis tout ça, mais ils ont droit à l'erreur. Je veux dire, ils n'auront jamais des performances excellentes. Même dans la Ligue nationale, les meilleurs joueurs au monde, Connor McDavid, il y a des soirées où il est pas présent, puis je veux dire, c'est pas une raison d'aller le critiquer sur les réseaux sociaux non plus, là. Non, parce que c'est une chose de dire qu'un joueur a connu un mauvais match, c'en est une autre après ça de s'acharner, et c'est là où c'est complètement déplorable. Merci de le rappeler, c'est très important. Et on vous encourage à vous rendre dans une aréna de la LHJMQ et encourager les joueurs de votre équipe préférée. C'est important de le faire. David Brien, tu es gestionnaire au contenu pour la LHJMQ. Merci beaucoup de cette première participation au podcast. Super apprécié. Encore un rappel visuel à Raph et Alexandre Régimbal que un bel arrière-plan comme ça, c'est nickel. Puis au plaisir de se reparler bientôt dans un prochain épisode. 100%. Merci de m'avoir reçu. C'était un super plaisir. Puis bonne continuité pour la suite. Je sais qu'on a une grosse entrevue qui s'en vient avec Bill Zonon. J'ai bien hâte d'écouter ça, moi aussi. Ben justement, dans le prochain segment, vous allez entendre l'entrevue que j'ai réalisée au centre-ville de Montréal. Donc, je sors du studio avec Bill Zonon des Huskies de Rouyn-Noranda. On est de retour au podcast aux quatre coins avec Bill Zonon des Huskies de Rouyn-Noranda. Bill, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Comment ça se passe pour toi, cette tournée médiatique de la LHJMQ de retour à Montréal, pour toi qui es originaire de la place? Vraiment bien. C'est le fun là, de rencontrer une couple de journalistes. Puis un matin, on allait voir le Morning Skate du Canadien. Donc ça, c'était assez spécial. Puis je fais des belles rencontres aussi en parlant avec les gars. Puis vraiment du fun à date. Tu dis que vous êtes allé au Morning Skate. Je sais que la LHJMQ, on vous prépare un peu à ça. C'est quelque chose de très similaire. Mais là, de le voir au Centre Bell, de voir que les joueurs du Canadien, les professionnels, c'était un petit si je travaille fort, ça va être moi dans quelques années, ça? Ouais, je dirais que c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un autre coche, c'est vraiment un autre niveau. Puis, je pense que ça te motive. Là. Tu veux être là. C'est le rêve de nous tous. Là, fait qu'on veut continuer à travailler fort pour être là un jour. Là. Je sais que c'est un retour pour toi. Tu es originaire de Montréal. As-tu la chance peut-être que ce soit de voir tes parents, des amis, ou vous êtes quand même cordés pendant ces 2 journées-là? On est quand même cordés. Les familles vont être là ce soir quand on va être présenté au match du Canadien. Donc, on va les voir là. L'idée comme ça d'être présenté, un match du Canadien, c'est le fun, c'est excitant. Comment tu vois ça? C'est excitant. J'ai hâte de voir ça va donner quoi, mais j'ai vraiment hâte. Là. Hier, j'avais un peu de la misère à dormir parce que je pensais à ça, mais ça a été une belle expérience. Ça a été un moment d'une vie, je pense. Tu as quand même une certaine expérience avec, j'allais dire un marché à pression, mais Rouyn-Noranda, c'est un super bon marché de la LHJMQ. Les gens sont passionnés des Huskies dans ce coin-là. Donc, pour toi, la scène est plus grosse, je peux dire ça ici, dans les moments comme ça, il y a plus de journalistes comme ça, peut-être un petit peu impressionnant, mais en même temps, j'imagine que déjà un petit peu dans un marché comme Rouyn-Noranda, tu vas déjà peut-être avoir une certaine expérience là, de ce que ça peut être le gros show, en guillemets. Oui, exact. À Rouen, l'équipe est vraiment grosse. Tout le monde suit l'équipe. Ben ouais. Tous les médias suivent les Huskies. Tout le monde connaît les Huskies. Donc, je suis un peu habitué, mais de venir ici, c'est vraiment le fun aussi. Puis, les journalistes sont différents de ceux à Rouen. Donc, d'en rencontrer des nouveaux, puis juste de parler de moi-même puis de mon parcours, c'est le fun. Parlons-en de ton parcours. Je disais, tu es né à Montréal. Tu es allé jouer pendant 2 ans aux États-Unis, de retour à LHJMQ, maintenant à Rouen, depuis quelques saisons. Pour toi, si on remonte là, le plus loin possible, comment ça a commencé le hockey pour toi? Je disais que tes parents sont originaires d'Afrique, donc toi, tu es né ici. Comment ça a commencé ta passion pour le hockey dans les plus bas niveaux? Ça a vraiment commencé à regarder le Canadien. À Montréal, t'attends, puis tu vois juste le Canadien partout où est-ce que tu vas. Tout le monde vit de ça. Puis j'ai dit à mes parents que je voulais commencer à jouer au hockey. Puis au début, c'est juste pour passer le temps. C'est juste une petite activité les fins de semaine. Puis j'ai commencé à me rendre compte que j'avais quand même du talent. Fait que j'ai évolué, j'ai monté les niveaux. Puis là, je suis rendu dans la LHJMQ, mais ça a pris beaucoup de sacrifices, beaucoup de support de mes parents. Puis j'ai vraiment la passion pour le hockey. Là. Vers quel âge, tu dis, tu t'es rendu compte? Parce que
Tu as quand même déménagé à 14 ans aux États-Unis. Puis ça, on va en parler dans quelques instants parce que c'est quelque chose que c'est vraiment pas tous les jeunes qui sont prêts à faire ça, aller loin dans une langue seconde, même si de plus en plus au Québec, on apprend assez jeune à parler anglais, quoi, ça dépend d'où on grandit, tout ça. Là. Mais vers quel âge tu t'es rendu compte que, OK, comme si je travaille fort, je peux avoir au moins un avenir, aller à l'école avec ça, aller dans la LGMQ? Je dirais c'est pas mal quand je suis allé aux États-Unis. Là-bas, j'ai commencé à parler à des universités. Il y avait des scouts de la NHL qui étaient là à nos matchs, mais pas tout le temps pour me voir, pour voir les gars un peu plus vieux, les gars contre qui on jouait. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que je suis à une bonne place, une place où est-ce que je pouvais me faire voir, puis potentiellement avoir une chance d'être repêché. Mais aussi, en venant dans la GMQ, je savais qu'il y avait beaucoup de scouts qui venaient au match, beaucoup de visibilité. Donc, c'est ça que je recherchais. Là. Comment ça s'est passé ton passage aux États-Unis à 14 ans? Est-ce que tu as été approché? Est-ce que c'est un entraîneur peut-être qui était influent qui a dit hey, ça pourrait être une opportunité pour toi? Comment ça s'est fait ce passage-là à 14 ans? Tu allé à Lake Placid dans l'État de New York. Ouais, ben, ça a été une décision de famille au début, de peut-être explorer le marché aux États-Unis ou pas juste aux États-Unis, mais juste prep school en général. Puis après, j'ai eu des discussions avec mon agent. Mon agent connaissait quelques personnes aux États-Unis. Je suis allé faire une visite là-bas à Lake Placid du campus. Puis j'ai décidé d'y aller là. Puis j'avais eu des conversations avec le coach qui était là dans le temps. Il m'aimait beaucoup. Il avait un plan assez assidu pour moi. Puis il voulait vraiment m'aider à devenir un joueur de hockey. Si je me trompe pas, tu étais à New York pendant le temps de la COVID, c'est ça? Ouais, exact. Comment ça a été à un si jeune âge? Parce que ça a été une expérience complètement irréelle pour n'importe qui, de n'importe quel âge. Et là, toi, à 14 ans, tu es loin de chez toi, tu es dans un autre pays, dans une deuxième langue. Comment ça s'est fait? Comment tu as vécu ça? Puis qu'est-ce que peut-être tu as appris sur toi déjà à un si jeune âge à ce moment-là? Ça a été difficile. Je vais pas mentir, au début, je me sentais un peu seul. Je voyais pas ma famille. Je parlais pas très bien anglais. Je suis capable de me débrouiller, mais je n'étais pas bilingue. Puis c'est ça. J'ai eu un bon groupe de gars autour de moi. Mes coéquipiers étaient incroyables avec moi. Ils m'aimaient beaucoup. J'ai tissé des bons liens. Puis je dirais que c'était même mes frères plus vieux un peu. Là, ils s'occupaient de moi. Puis je passais beaucoup de temps avec eux. Puis j'en ai beaucoup appris sur moi. Juste de comment devenir un homme, comment devenir mature. Mon éthique de travail en dehors de la glace. Puis je dis souvent aux gens que je pense que je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause de cette expérience-là. Puis si tu veux avoir du succès dans la vie puis dans ta carrière de hockey, il faut que tu fasses face à de l'adversité puis des épreuves de même. Là. Ça sera des moments qu'on va clipper là, pour les réseaux sociaux, c'est super bon. Blague à part, après ça, tu as choisi de revenir au Québec. Là, de nos jours, maintenant, depuis quoi, moins d'un an maintenant, les joueurs peuvent arriver puis s'engager avec des universités américaines, même s'ils viennent en LHJMQ, ce qui n'était pas le cas avant ça pour toujours. Tu as parlé qu'il y avait peut-être des scouts NCAA quand tu allais aux États-Unis. Est-ce que ça a été une décision que tu as eu à prendre, soit de revenir au Canada pour jouer junior ou poursuivre du côté américain, ou tu savais, même en allant là-bas, qu'éventuellement tu voulais peut-être revenir faire ton parcours junior déjà? Non. Dans le temps, j'avais visité 4-5 universités Wow. avant de me faire repêcher dans la GMQ. C'est sûr qu'après ça, j'ai été repêché par Rouen, puis j'ai eu des discussions avec eux, puis j'ai décidé de revenir. Mais au début, je n'étais pas sûr à 100% qu'est-ce que je voulais faire. Ça a pris du temps pour prendre ma décision. Puis c'est ça, j'ai fini par décider d'aller à Rouen. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Est-ce que c'est peut-être ton entraîneur, vraiment, juste point de vue hockey, t'a convaincu? Est-ce que c'est la possibilité, puisque tu es quand même un espoir intéressant, de bien conjuguer hockey et cheminement de vie? Est-ce qu'il y a un facteur en particulier qui t'a convaincu de revenir? Je dirais l'organisation. Je pense que tout le monde sait que l'organisation à Rouen, c'est une organisation de grande classe. Ils prennent soin de leurs joueurs. C'est sûr que les dirigeants m'aimaient beaucoup, le directeur général, le coach. Ils me voulaient vraiment dans l'équipe, puis ils me voyaient dans leur soupe quand ils voulaient aspirer à une coupe. Puis c'est ça. En général, l'organisation est une des meilleures dans la GMQ, je pense. Puis ça m'a aidé à devenir le joueur que je suis aujourd'hui à cause de toutes les personnes qui m'ont entouré et qui m'ont aidé. Tu as été muté au centre cette saison. Avant ça, j'ai cru lire que depuis Pee-Wee, tu n'avais pas joué au centre, ou du moins ça faisait très longtemps. Quand ton coach t'a approché avec cette idée-là, comment tu as réagi? Puis, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte dans ton année de repêchage, là, d'avoir ajouté cette corde-là à ton arc? Parce qu'après ça, une fois que tu peux jouer au centre, retourner à l'aile, ça se fait, bien sûr, pas mal plus facile. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a ajouté? Puis, qu'est-ce que tu aimes cette année de cette responsabilité-là? C'est sûr qu'au début,
J'ai pas tant réagi, tu sais, j'ai pas tant eu de réaction parce que pour moi, jouer à l'aile, jouer au centre, tu sais, ça revient pas mal au même. Tu es un attaquant. Puis je pense que ça m'aide beaucoup dans mon année de repêchage, tu sais, surtout de montrer aux scouts que je suis un joueur qui est capable de jouer dans toutes les situations, à toutes les positions. Je pense que ça va m'aider dans le futur. Tu sais, j'ai pris de l'expérience à jouer au centre. C'est un peu différent avec les mises au jeu, puis Les responsabilités en c'est ça, défense. les responsabilités en défensive, puis je dirais d'un peu plus contrôler le jeu, d'être vocal, tout ça. Donc, c'est sûr que ça va m'aider pour le futur. On parle de toi comme un joueur robuste. Tu es assis en avant de moi, puis c'est un homme dans un corps de 17 ans qui est devant moi présentement. Bien sûr, il vient d'avoir la confrontation des 4 nations. Je ne sais pas si avec tes coéquipiers, vous avez suivi ça avec autant d'intérêt que nous tous, là. Mais évidemment, il y a les frères Ketchuk qui ont fait jaser énormément de par leur style de jeu. Ils dérangeaient complètement. Puis le parallèle est facile à faire juste en raison de ta charpente. On parle de toi comme un joueur robuste. J'ai regardé des faits saillants. Je sais que tu aimes ça, aller devant le filet, tu aimes ça, aller dans les coins, protéger la rondelle et tout ça. Mais il y a un aspect de ton jeu qui me fascine. Pour ton style de jeu, tu n'as pas beaucoup de minutes de punition quand même. Tu es un gars quand même discipliné. Comment tu conjugues ces deux aspects-là? Parce qu'habituellement, des gros bonhommes, ne serait-ce que par votre charpente, tu sais, à un moment donné, il y a des coups d'épaule un peu plus qui vont se donner. Ça va être plus facile d'attirer un 2 dans le bras de l'arbitre. Comment tu composes avec cette dynamique-là? Puis comment tu fais pour pas aller au banc de punition, Caroline? Je dirais, c'est tu sais, de rester intelligent. Tu sais, il y a une différence entre jouer tu sais, d'une façon compétitive, tu sais, d'être robuste, comme tu as dit, puis il y a une différence entre tu sais, juste perdre la tête de temps en temps, tu sais, laisser tes émotions tu sais, rentrer dans ta tête, puis sortir de ta game. Mais rester intelligent, jouer de la bonne façon, tu sais, travailler fort, puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire, là. C'est mon rôle en ligne de garage d'aller devant le filet, là. Si tu veux me donner quelques trucs après l'entrevue, là, ça va me faire plaisir. Blague à part, est-ce qu'il y a un joueur ou des joueurs en particulier dans LNH que tu regardes, puis c'est ces joueurs-là à qui tu veux prendre des éléments de leur jeu? J'aime ça regarder Adrian Kempe à Los Ah ouais? Angeles, ouais. Ouais, c'est un joueur qui j'aime ça moi, me comparer, tu sais, un grand bonhomme, capable de patiner, bon sur 200 Ah pieds, ouais. bon offensivement. Donc, je pense qu'on se ressemble quand même. Ah, c'est d'actualité en plus parce qu'au moment où on enregistre, là, on est le 25 février. Pas plus tard que ce matin, Quentin Byfield, ben, en fait, c'était hier, après la rencontre, disait que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale de hockey. Je Fait sais, que, je pense ouais. aussi, ouais. Ah, c'est intéressant. C'est super. Capable de marquer, un gros bonhomme. Capable de tout faire comme je pense que je fais, là. C'est intéressant, c'est intéressant. Tu as beaucoup monté dans les listes cette saison. On parlait du fait que tu as joué au centre, bien sûr, ça attire l'œil. Dernière fois que j'ai regardé, tu es 29e. Je sais que vous autres, peut-être que vous ne regardez pas ça avec autant d'intérêt que nous, là, mais 29e sur la centrale de la Ligue nationale de hockey nord-américaine. L'idée d'être repêché en première ronde, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses ou tu es vraiment concentré sur ta saison puis on regardera ça en temps et lieu? C'est sûr que je pense, tu sais, c'est un but personnel, honnêtement, pour moi, d'être repêché en première ronde, mais au final, je veux juste aider mon équipe à gagner. Tu sais, on a un bon groupe à Rouyn-Noranda, on a tu sais, un groupe soudé, on a une équipe qui travaille fort, donc on veut aller loin en série, puis espérer gagner la coupe. C'est vraiment ça mon but final, là. Je suis curieux, tu viens de parler des Huskies de Rouyn-Noranda. Il y a quand même un groupe de 5, 6, 7 équipes cette année en LHJMQ qui peut aspirer aux grands honneurs. À ce stade-ci de la saison, déjà, même si on est encore à quelques semaines des séries, est-ce que déjà ça commence le niveau d'intensité à monter de plus en plus? Je dirais que oui. Surtout dans la conférence, c'est toutes les. Il y a 4-5 équipes qui sont à 1 ou 2 points d'écart. Donc, tout le monde veut l'avantage de la glace en série puis finir le plus haut possible. Donc, tout le monde tu sais, va aller chercher ce point-là ou ces 2 points-là d'extra. Puis, les 10 games qui restent ou les 11 games qui restent, ça vont être importants pour toutes les équipes, je pense. Là, pendant quelques jours, là, vous êtes les plus beaux espoirs de la Ligue. Vous êtes plusieurs sur certaines équipes, justement, qui vont se battre profondément en série. C'est comment, là, ici, pendant ces quelques jours-là? Je suis sûr qu'en plus, certains d'entre vous ont peut-être déjà joué à des niveaux précédents ensemble, là. Mais là, est-ce qu'on entend l'âge de guerre pendant quelques jours et c'est amical? Je regardais quand même Caleb et Justin là, qui avaient l'air d'avoir du fun à RDS lundi soir. Là. Fait que c'est amical pendant ces quelques jours-là. Ouais, c'est ça, c'est amical. On se connaît pas mal tous, là. On a joué contre ou on a joué ensemble plus jeunes. Puis c'est ça, on garde ça amical. C'est sûr que j'ai niaisé Caleb une couple de fois dans la chambre parce qu'il n'a pas battu encore cette année, là. Il a battu 2 fois en 2 games, fait que j'ai laissé savoir, là. Qui a les meilleurs chirps?
Je sais pas, je me fais pas tant chirper par des gars qui sont ici, là, mais T'as fait-tu chirper beaucoup? non, Ouais. pas beaucoup, mais je pense Je pense pas que qu'il je y en a chirperais. des bons, juste Ouais. ça parler sur la glace. Là, donc, Il a l'air de ça. ouais. Je dis ça pour. Moi, j'étais le pire. Là. En plus, moi, quand j'étais jeune, j'étais gardien de but. Là, fait que, tu sais, c'est facile. Hein, t'es derrière ton masque, tes coéquipiers viennent te. Fait que c'est Ouais. facile. Là, mais moi, je dis ça positivement quand Justin il a face à ça. Là, j'aime ça. J'aime ça, un bon chirp. De temps en temps, tu te laisses-tu aller ou t'es plus. De temps en temps, curieux? là, mais c'est pas moi vraiment qui commence ça. Là, tu sais, c'est plus qu'un gars vient me voir. Ça se peut que je lui réponde, là, mais j'aime ça rester dans ma bulle puis juste faire ce que j'ai à faire. Là. Est-ce que. Tu parlais du Canadien. Est-ce que pour toi, c'était ton équipe quand tu étais jeune ou tu as d'autres équipes également que tu as suivies? Parce que je sais que moi, personnellement, j'ai grandi dans les années 90, là, quand le Canadien, ça n'avait plus pantoute. Fait que ma génération au grand complet, on a une autre équipe préférée. Toi, est-ce que ça a vraiment toujours été le Canadien, ton équipe, ou est-ce que tu as quand même d'autres formations que tu suivais, puis ça pourrait aussi être spécial d'être repêché par une de ces équipes-là? Le Canadien, ça a été mon équipe préférée au début, quand j'ai commencé à jouer au hockey. Puis, honnêtement, un de mes joueurs préférés quand j'étais jeune, c'était Artemi Panarin. Ah ouais, c'est un bon. C'est ça, je l'aimais. Il avait du swag, c'est un bon joueur. Puis, quand il a été à New York, aux Rangers, je suis vraiment tombé en amour avec l'équipe. Fait que je dirais que là, j'ai switché un peu. Mon équipe préférée, c'était les Rangers. Mais Ouais. cette année, je me suis dit que j'essaie d'être nerd puis je vais pas vraiment d'équipe préférée. Jusqu'à temps que je me Oh, fasse t'as pêcher. Ouais, c'est une fin de stratégie. Mais les Rangers, quand même, fait que la grosse pomme, Manhattan, ça te ferait pas peur. Non, Ce serait le fun. non, quand j'aimerais même. ça, ouais. Personnellement, d'ailleurs, les gens le voient pas à l'écran, là, mais il y a d'autres joueurs là-bas. Là, on va faire comme s'ils n'entendaient pas. Là. Le gars des Huskies, le plus beau de la ligue de hockey. C'est ça qu'on parlait. On parlait de ça. Dracor ont le plus beau chandail. Dracor ont le plus beau chandail. Les Huskies, le plus beau. Le haut. Deuxième, sinon, pour le plus beau chandail. On pourrait s'obstiner longtemps là-dessus. On pourrait s'obstiner. Moncton n'est pas pire. Moncton, il y a quand même. On ne sera pas longtemps là-dessus. Mais tout ça pour dire que le bleu des Rangers, c'est un classique. C'est un beau chandail. Apporter ça, ce serait le fun. Je suis un nerd d'uniforme, comme tu sais, mais il y a de quoi il faut absolument que je sache. Numéro 6, ou un attaquant. Mais pourquoi? C'est dur à dire. Quand j'étais à Northwood, à mon prep school, il restait, je pense, 3 numéros. Il y avait le 6, je pense qu'il y avait le 17, puis peut-être un autre numéro dans la vingtaine, mais c'est pas 3 beaux numéros. Puis j'ai tout le temps aimé ça être un peu différent. Là. Un attaquant avec le numéro 6, c'est rare. Fait que j'ai pris le 6. Puis quand j'ai été repêché à LHMQ, j'étais 6e au total. Smart. Fait que là, je me suis dit, j'imagine que c'est ça mon numéro pour le reste de. Ben, pas pour le reste de ma vie, mais pour les prochaines années. Là. Ah, j'aime ça. J'aime ça aussi faire différent. Votre génération, vous êtes fort là-dessus. Là. Quand j'ai vu Will Smith arriver avec le numéro 2, j'ai fait ça. comme. Puis, je commence à aimer ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le reste de ta saison sur le plan individuel? Parce qu'évidemment, on te souhaite une coupe mémorable. Juste de continuer à progresser. Je pense que cette année, j'ai quand même été constant tout au long de l'année. Donc, c'est ça, progresser, être dans un bon mindset, pas trop penser au repêchage, mais quand même profiter du restant de mon année. Tu vis ton année de repêchage une fois dans ta vie, donc j'essaie d'en profiter au max, puis me mettre dans une bonne position pour le repêchage à Los Angeles. C'est ça mon but. Ah ouais, ça va être le fun, ça en plus. Allez, vous auriez pu tomber sur. Ah, je dirais aucune ville. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait reprocher par des fans de la ville. Je vais dire Columbus. Tu aurais pu tomber sur Columbus. Imagine, tu te fais repêcher par Columbus. Bill Zono, merci beaucoup. C'est super apprécié. Puis, une bonne fin de saison. Puis, en tout cas, je te regarde aller, puis je serais pas surpris que 29 à la fin de l'année, on va être un petit peu plus haut que ça. On te le souhaite. On l'espère. Merci beaucoup, Bill. C'est ce qui va conclure cet autre épisode d'Aux Quatre Coins. Merci à David Brien pour sa participation et à Bill Zonon pour son temps, bien sûr. Un merci spécial à Raphaël Doucet et Alex Régimbal pour leur contribution et la gestion, la logistique, la technique de cet épisode. Assurez-vous de vous abonner à la page YouTube du circuit et sinon, eh bien, abonnez-vous au balado sous forme audio sur votre plateforme préférée. Laissez une note 5 étoiles si vous appréciez le balado. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez des suggestions d'entrevues, sujets, peu importe. Bien, s'il vous plaît, faites-nous en part en commentaire sous la publication en format vidéo sur YouTube. Mon nom est Maxime Vanout. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de se reparler lors du prochain épisode d'Aux Quatre Coins.